Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs. Qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondistes ou simples touristes, nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout, sur notre blog bien sûr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine avec un nouvel épisode. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Élodie. Élodie et Bastien ont un projet de tour du monde. Alors, ils en sont à leur deuxième projet de long voyage, puisqu'ils ont déjà fait un tour du monde il y a quelques années. Cette fois-ci, ils partent à 3 avec leur petite fille qui a 2 ans et demi. Et le projet est un petit peu particulier puisqu'il se lance dans une aventure solidaire avec des missions de bénévolat dans des projets à visée éducative. Donc Élodie va nous partager tout ça. Elle nous donne aussi des petites astuces pour trouver ce genre de mission parce qu'en famille c'est pas toujours facile. On aborde vraiment beaucoup de sujets différents sur la préparation d'un tour du monde, différents modes de voyage aussi. Ils vont tester pas mal de choses. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Élodie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu nous avais contacté il y a quelques mois déjà pour nous parler d'un chouette projet à venir. J'ai mis du temps à revenir vers toi, mais je suis très heureuse qu'on puisse enfin discuter toutes les deux et que tu nous présentes tout ça. Donc merci et bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Comme d'habitude, on n'échappe pas à la tradition. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Et bonjour Floriane, tout d'abord merci beaucoup de me recevoir sur ta chaîne de podcast. Je suis vraiment enchantée, ravie et vraiment enthousiaste à l'idée d'enregistrer ce podcast avec toi. Alors pour nous présenter un petit peu, nous on s'appelle Bastien et Élodie, alias les chatouilleurs du monde. On est ensemble depuis 17 ans. On est parents d'une petite fille qui a maintenant 2 ans et demi. Une petite merveille prénommée Gaïa, et c'est pas pour rien qu'on l'a appelée comme ça, parce qu'en 2018-2019, on a déjà fait un premier tour du monde tous les deux en sac à dos, et donc ça allait de soi d'appeler notre petite puce comme ça. On habite tous les deux sur la Côte d'Azur, et donc ce qui m'amène aujourd'hui, c'est le deuxième projet, donc un deuxième tour du monde, cette fois à 3. Ouais. Bon, en général, j'aime pas trop parler avec les gens qui en sont déjà à leur deuxième tour du monde, tu vois. J'ai beaucoup trop de jalousie. Mais cette fois-ci, par rapport à votre premier tour du monde, vous allez faire les choses différemment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette dimension solidaire et associative que vous allez apporter dans ce deuxième voyage ? Oui. Alors complètement, c'est vrai que c'est tout à fait différent. Le premier tour du monde n'était pas du tout dans la même perspective. Déjà, on n'était que tous les deux. On est plus parti dans le cadre du voyage, de la découverte, même si on avait fait un tout petit peu de bénévolat lors de ce premier tour du monde. Le deuxième, en effet, c'est totalement différent. Bon, déjà, on sera avec Gaïa. Donc, ce qu'on souhaite, c'est aussi ralentir le rythme et surtout aller rencontrer d'autres personnes plus en profondeur, s'immerger plus dans les cultures et aller aider notamment dans les écoles. Donc, un des principaux axes, ça va être du bénévolat dans les écoles, notamment en Asie. Mais au-delà de ça, en fait, le tour du monde, il va vraiment se découper en 2 axes. La première partie, en fait, on compte rester en France. Donc, c'était pas forcément prévu initialement comme ça, mais de septembre à décembre, on va faire du bénévolat dans des petites structures par LPIX notamment, je pense, aller un petit peu chez l'habitant. Et au-delà de ça, en fait, l'objectif, c'est vraiment de se découvrir, de passer du temps pour se former l'un et l'autre à des choses qui sont importantes pour nous et qu'on n'a pas le temps en fait en dehors de ça. Donc Bastien est attiré depuis toujours par les pompiers, donc il va voir pour devenir pompier volontaire. Moi de mon côté, je t'en avais déjà parlé un petit peu. En fait, le domaine de la petite enfance, etc., c'est quelque chose qui me passionne. Donc l'objectif, ce serait vraiment d'aller
à la découverte d'écolieux et de forest school. C'est des écoles de la forêt, des écoles nature, etc. Rencontrer des personnes qui sont dans ces domaines pour creuser un petit peu plus. Tu as dit quand même déjà pas mal de choses intéressantes et notamment tu as parlé là de LPix. Qu'est-ce que Oui. c'est LPix? Je connais pas du tout. Alors, LPix, c'est une plateforme comme Workaway. En fait, ça permet de mettre en lien des personnes qui sont intéressées pour recevoir principalement des voyageurs qui vont les aider sur un projet donné. Après, LPix, contrairement par exemple à du woofing qui se fait principalement dans des fermes organiques, le LPix, lui, ça peut être vraiment tout type de projet, tout type de mission. Donc, notamment des missions. Quand on avait fait notre premier voyage, on était passé par LPix justement, et on avait fait 3 missions. La première, c'était dans un hôpital, dans un centre de méditation au Myanmar, ex-Birmanie. C'était très intéressant. On faisait du soin aux personnes. On aidait à préparer à manger, etc. pour le centre de méditation. Et ensuite, nous avions fait 2 bénévolats dans des fermes organiques, une qui se trouvait en Thaïlande et l'autre au Laos. Donc là aussi, très intéressant. Mais c'est beaucoup plus large que ça. On peut aussi justement donner des cours dans des écoles pour des élèves, les accompagner aussi, leur proposer des ateliers. Du coup, moi, ce que je compte faire, et j'ai fait une petite formation de yoga pour enfants. Donc, les accompagner et leur proposer des petits cours de yoga. Bastien, lui, se débrouille très bien en anglais. Donc, l'objectif, ce serait de faire des cours, de proposer des cours d'anglais. Et là, j'ai déjà pris contact avec une école qui se trouve en Thaïlande. Donc, notre première mission à l'étranger commencera en Thaïlande. 2 semaines pas très loin de Sukhothai. Où là, l'objectif, ce serait de donner des cours d'anglais, de proposer des cours de yoga et également d'accompagner les enfants à la natation et les faire progresser en fait à la nage, à la natation. Voilà. Ok. Très Bon, intéressant. ouais, génial tout ça. Mais donc là, juste pour revenir sur les 3 premiers mois en France, du coup, c'est grâce aussi à LPix que vous avez trouvé des lieux où vous allez pouvoir vous former sur les sujets, ou alors ça n'a rien à voir et vraiment LPix, ça va vous aider pour les missions à l'étranger? Alors, pas trop. LPix, c'est plutôt sur les missions à l'étranger. En France, on va peut-être s'en servir, mais après, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, pour le projet qui m'intéresse, parce que j'ai aussi fait un bilan de compétences auparavant, donc je pense peut-être à me reconvertir dans le domaine de l'animation nature pour les enfants. Donc, je me suis focalisée sur ce qu'on appelle la PPN, c'est la pédagogie par la nature. Je suis tombée en fait sur un site qui recense tous les lieux qui proposent de la pédagogie par la nature. Donc, que ce soit des écoles alternatives en forêt, en nature, ou que ce soit vraiment des espaces qui proposent en fait des animations ponctuelles, par exemple des demi-journées, des mercredis, des week-ends, etc., parents-enfants, ou ne serait-ce que pour les écoles. Du coup, grâce à cette cartographie, j'ai pu vraiment situer les endroits où ce mouvement est assez développé, et j'ai déjà pris contact avec des personnes dans ces domaines-là pour en apprendre plus, pour me former un peu sur le tard, et puis voilà, pour découvrir tout ça de manière beaucoup plus large. Et donc, le voyage, finalement, ça, c'est aussi un petit peu l'école du dehors, l'école dans la nature. Comment vous envisagez un petit peu le développement, l'instruction, bon, même si Gaïa elle aura 3 ans quoi au moment du départ, comment vous l'intégrez à cette démarche? Oui, l'objectif, c'est vraiment de la laisser le plus libre possible. Mais après, pour nous, ce qui était vraiment crucial dans ce voyage et dans la préparation de ce voyage, c'est en fait de pouvoir, d'une part, respecter son rythme. C'est pour ça qu'on l'a articulé un petit peu différemment du premier voyage qu'on avait pu faire tous les deux. Et vraiment de la mettre au contact d'autres enfants. Et c'est pour ça
qu'on va passer par notamment faire du bénévolat dans les écoles. Et puis aussi, je suis passée par les réseaux sociaux qui m'ont permis d'identifier des familles qui partaient en même temps que nous. Et du coup, on va pouvoir, par ce biais-là, voir à quel moment on va se retrouver au même endroit pour pouvoir se rencontrer et échanger aussi avec d'autres familles voyageuses françaises lors de notre périple, ce qui sera très intéressant et enrichissant, et même pour elles, pour pouvoir rencontrer d'autres enfants, jouer avec eux. Et voilà, c'est vrai que pour l'instant, elle est fille unique. Donc là, elle commence à rentrer dans l'âge où elle est très demandeuse de jouer avec d'autres enfants, d'être au contact des autres. Donc, on n'envisage pas le voyage décorrélé d'un environnement avec beaucoup d'enfants autour de nous. Ouais. Et d'ailleurs, c'est souvent les reproches qu'on peut entendre de notre entourage, ou enfin reproches, ou en tout cas grosses interrogations quand on part comme ça avec des enfants, qui soient très jeunes ou un peu moins. C'est le manque d'interaction sociale. Vraiment, les gens qui ne sont pas, qui ne se sont pas encore vraiment intéressés au sujet, se posent toujours cette question de ah oui, mais les enfants, du coup, ils vont être juste avec vous, juste avec les parents. Et en fait, pendant le voyage, on rencontre toujours beaucoup d'autres familles. Il y a des enfants partout dans tous les pays. Et c'est intéressant ce que tu dis. En fait, ça s'organise aussi, bien sûr. Et grâce aux réseaux sociaux, Oui, on n'est jamais tout seul. Ouais. Ça, c'est certain. Ça, vous l'avez déjà expérimenté, vous, dans votre premier voyage? Oui, on a d'ailleurs rencontré des gens avec qui on est toujours en lien aujourd'hui. Et on s'est suivis pendant même 3 mois. Enfin, après, il y a des gros coups de cœur amicaux qui naissent en voyage, et on n'est jamais tout seul. Je pense que c'est encore plus valable pour les gens qui sont seuls, qui voyagent en solo, mais même en couple. On a beaucoup échangé. Après, c'était de notre volonté aussi, hein. On voulait vraiment s'ouvrir aux autres. Et puis là, ça va être décuplé avec la petite. Et je pense que justement, d'avoir un enfant, ça facilite encore même plus l'échange, notamment vis-à-vis des populations locales. Donc ça va être vraiment sympa. Ouais, les enfants sont des facilitateurs parce que eux, ils s'en fichent de pas parler la même langue ou quoi. Ils vont voir les gens, ils font coucou, et puis les gens aussi partout dans le monde, avec les jeunes enfants, échangent plus facilement des sourires, et donc ça crée en fait un premier lien. Oui, tout à fait, tout à fait. Et oui, et donc ce que tu me demandais au début, c'est comment on compte remettre l'éducation un petit peu au cœur de ce voyage par rapport à Gaïa, enfin l'instruire. Quand on va partir, elle aura 2 ans et 11 mois. Donc 2 ans et 11 mois, effectivement, elle aurait été en âge de rentrer à l'école, mais contrairement à d'autres enfants qui rentrent des fois à 3 ans et demi, voilà, la question se pose pas trop. Et puis après, je pense qu'elle va apprendre tellement de choses avec nous. En fait, dans la nature, avec les autres, bon, déjà, on va l'emmener dans des écoles, donc on va aussi l'intégrer à ce processus-là. Et puis après, apprendre à compter, voilà, il y a plein de choses qu'elle va découvrir plus lors de ce voyage. Ah ouais, ça c'est sûr. Moi, j'en suis convaincue. Alors moi, j'avais des questions un petit peu d'ordre pratico-pratique, parce que j'ai souvent entendu que faire du bénévolat, trouver des missions, etc., quand on est en voyage, c'est pas facile quand on est en famille. Et donc, j'ai plusieurs questions sur ce sujet-là. Comment vous faites pour trouver des missions? Est-ce que vous avez déjà tout trouvé, ou est-ce que vous comptez sur le bouche à oreille? Comment vous avez construit votre itinéraire, s'il est déjà construit? Voilà. Comment tu peux préparer tout ça à l'avance depuis la France? Quels sont tes points de contact, etc. Alors, je pense vraiment que de base, ça dépend de ce que tu cibles en termes de bénévolat. C'est sûr que faire du bénévolat dans des fermes organiques, comme on a pu le faire avant, quand on n'était que tous les deux, avec une enfant, c'est complètement différent, parce qu'en fait, ça demande quand même du travail dans les jardins, dans les champs, etc. Alors là, si tu y vas en famille, il n'y en aura qu'un des deux qui pourra faire ça, ce qui est un petit peu plus compliqué. Après, ce qui est pratique via la plateforme Helpix, c'est que tu peux faire un tri par voyageurs en famille acceptée, en fait. Okay. Et du coup, ça nous a permis de voir, déjà, ça fait un gros tri, parce que tu cibles, par exemple, nous, on fait un tri à Thaïlande, on regarde que famille acceptée. Là, déjà, il y en a beaucoup moins. Et après, c'est vrai que en général, ce qu'on cible nous, ce qui va être plus là du coup de l'ordre du domaine de l'éducation, la famille est quand même
beaucoup plus accepté. Justement, d'échanger avec d'autres enfants, que les élèves puissent interagir entre eux, c'est très intéressant et c'est facilité. Donc, pour le premier bénévolat, comme je te l'ai dit, on l'a déjà trouvé, on est passé par la plateforme Helpix. On en a un deuxième qui va donc se situer aux Philippines, sur l'île de Bohol, par le biais des Colliers des Philippines de Céline, que tu as pu interroger dans le podcast précédent, je crois. Non, il y a eu d'autres épisodes entre. Donc Céline, qui est une de mes collègues, donc là pour le coup c'était assez facile d'organiser ce bénévolat avec elle. Et ensuite nous allons passer. Alors on va pas tout organiser en amont, parce que déjà on a encore le temps et qu'on veut aussi avoir la possibilité de se laisser un peu porter et puis par justement l'échange entre les voyageurs. Des fois, on a des tips qu'on échange les uns avec les autres et c'est aussi comme ça qu'on fait de très belles rencontres. Et surtout, on compte passer par United School. Donc, j'avais déjà échangé avec Stéphane. Tu avais enregistré un épisode avec lui, si je me souviens bien, c'est l'épisode 119, qui est très, très intéressant d'ailleurs à écouter. Ouais, c'est ça, c'était l'année dernière. Ouais, tout à fait. Et justement, par rapport à Écoliers des Philippines, on avait échangé ensemble pour mettre les écoles de Bohol dans le circuit de United School. Mais c'est vrai que c'est très très intéressant ce réseau-là pour faire du bénévolat dans les écoles, parce que lui, de son côté, a beaucoup d'adresses. Et nous, de notre côté, les adresses qu'on va pouvoir récupérer lors de ce périple, on va lui fournir également. Et tout ça, en fait, c'est un concept de mise en réseau en fait d'écoles du monde entre elles. Donc, c'est vraiment fabuleux. Mais là, c'est vraiment parce qu'on cible ce domaine-là. Après, il y a d'autres possibilités en termes de bénévolat hors système éducatif. On a regardé d'ailleurs pour notre périple en France, où ça va être un petit peu de l'aide générale, notamment des personnes qui viennent d'emménager dans un nouveau lieu assez vaste, qui ont des rénovations à prévoir, qui ont aussi des enfants de leur côté, qui vont avoir besoin notamment de quelqu'un pour les aider pour la garde des enfants, pour préparer un peu à manger, le conjoint qui va lui, à contrario, enfin peut-être aussi aider pour les travaux, etc., plus du gros œuvre, où là, enfin je veux pas catégoriser non plus parce que voilà, mais c'est vrai que l'objectif ce serait de pouvoir aider des familles qui sont sur des gros chantiers comme ça en France notamment. Ah oui, ok. Et donc ça, vous avez déjà des choses prévues là en France sur les 3-4 premiers mois du voyage, du coup? Alors, j'ai contacté plusieurs personnes, j'ai eu que des retours positifs. Après, là, c'est encore loin parce que bon, ça commence à se rapprocher, mine de rien, mais je crois que j'ai commencé à prendre contact il y a peut-être 3 mois, donc on va dire début d'année, pour septembre. Donc là, on doit se recontacter. Mais effectivement, j'ai déjà des pistes et des personnes qui seraient intéressées pour nous recevoir, pour échanger. Après, j'aime bien anticiper l'échange parce que on parle déjà avant et on identifie aussi nos socles de valeurs communes. Et c'est très, très intéressant, voilà, de voir qu'on partage la même philosophie de vie sur certains aspects et du coup, de se projeter dans une rencontre future et dans de l'aide mutuelle. Enfin, voilà. Parce que après, c'est un échange et c'est très, très intéressant. Et du coup, comment ça se passe dans ces cas-là? Vous êtes logé chez l'habitant? Ils ont, Oui, ils voilà. doivent avoir un espace pour vous? Comment ça se passe? Alors oui, c'est pas forcément toujours le cas, ou des fois ça va être assez. Des fois on va nous demander est-ce que vous avez une tente ou est-ce que vous avez un van, mais ça reste encore rare. Ils ont quand même toujours des solutions. Après, d'où l'importance de pouvoir échanger au préalable, c'est que des fois on va se rendre compte que ça va pas nous convenir parce qu'ils vont nous dire nous vraiment on n'a rien à vous proposer, ou une toute petite caravane au fond du jardin où il commence à faire très froid l'hiver. Et puis là, on commence à y réfléchir et à se dire avec notre fille qui aura 3 ans, enfin, on veut quand même un minimum parce qu'avec elle, voilà, on veut quand même lui offrir un environnement où elle va pas avoir froid, où elle va pas être inconfortable. Donc voilà. Ouais, Mais et puis même pour vous, parce que si c'est, enfin, faut être en forme quoi après pour faire du bénévolat qui soit utile à quelque chose. Donc si vous dormez mal la nuit pendant 15 jours, bon après forcément t'es moins disposé quand même à faire du boulot efficace. Donc il va pas juste oui, c'est sûr.
pour discuter avec les gens. Tu vas aussi pour... Bon, même si à deux, c'est différent, parce qu'à deux, tu trouves Ouais. toujours, enfin, là, en fait, avec un enfant, ce qui se rajoute, c'est aussi le rythme de l'enfant et la fatigue que tu vas pouvoir accumuler liée à ton enfant. Parce que bon, même nous, si nous, on a une enfant qui fait ses nuits, elle est quand même très, très matinale. Donc, c'est une petite qui se réveille tous les matins entre 5h30 et 6h30. Donc, ça C'est encore la cumulé nuit, à une ça. nuit, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, pour le coup, voilà, faut pouvoir assurer derrière. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc, du coup, alors, est-ce que vous avez un itinéraire là un peu près ou dans vos têtes? Oui, alors en France, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, pour tout te dire, ce qui nous a amené à rester en France, c'est plusieurs éléments, plusieurs événements même, on va dire. C'est-à-dire que fin septembre a fêté ses 3 ans, on voulait pouvoir le fêter en famille parce que pour nous, la famille, c'est précieux. J'ai eu une très bonne nouvelle, j'ai eu une demande en mariage aussi, du coup, on va se marier début octobre. Voilà. D'accord, Donc, on félicitations. va revenir dans la région. Merci. Et puis, on voulait également revenir pour Noël, pour les fêtes de fin d'année, pour partager cette féerie de Noël avec la famille. En fait, franchement, on se voyait mal faire Noël en Asie que tous les trois, même si on aurait rencontré d'autres voyageurs, c'est certain. Mais voilà, cette féerie, le Papa Noël, etc., c'était aussi précieux. Donc, on s'est dit, les 4 premiers mois, on va rester en France. Et puis, à côté, on avait aussi ce projet de se former et de découvrir des régions de France, également d'en profiter pour aller revoir de la famille et des amis qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, mais qui nous sont chers et qu'on n'a jamais pris le temps de revoir. Donc, on a préparé un petit peu notre itinéraire comme ça. Donc, on va partir plutôt vers la région toulousaine, etc. Donc, nous, on vit sur la Côte d'Azur, plutôt par là-bas, parce qu'on a de la famille à voir, parce qu'au début, ça nous fait pas très loin, donc on pourra revenir pour les premiers événements. Et puis après, on va faire un crochet, on va partir plutôt vers La Rochelle, un petit peu région nantaise, Bretagne, pour revenir région centre. Parce que moi, j'ai déjà une formation PPN prévue fin octobre en région centre. Donc, on a aussi des jalons comme ça qui nous sont posés. Il va falloir réussir à jongler avec tout ça. Donc, on va peut-être avoir des fois des petits allers-retours ou sinon, c'est dit laisser la voiture et puis reprendre à un moment donné le train ou quoi pour revenir, pour repartir ensuite. Enfin, on verra comment on s'organise, mais l'itinéraire est plus ou moins défini, on va dire, de manière très macro. Et après, voilà, c'est sûr qu'avec les échanges qu'on va avoir avec les personnes qui vont nous accueillir, notamment pour du LPX, ça va aussi redessiner un petit peu la cartographie. Et aussi, on va passer, alors ça c'est tout nouveau, hein, vraiment, on se lance là-dedans, dans du gardiennage de maison. Alors, je ne sais pas si tu connais ce principe-là et si tu as déjà échangé avec des voyageurs qui ont fait ça. Alors non, je connais deux noms seulement. Je vois à peu près le concept. En gros, c'est tu t'occupes de la maison, éventuellement des animaux, des plantes, etc., pendant que les gens sont en voyage, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc en fait, on va passer par deux plateformes qui s'appellent, c'est Partir Tranquille. Alors Partir Tranquille, c'est plus justement France et j'ai remarqué beaucoup La Réunion. Et puis ensuite, une autre plateforme qui s'appelle Trust Outsiders. Et l'objectif, effectivement, c'est d'aller garder les animaux, s'il y en a, de prendre soin de la maison et de garder la maison en l'absence des propriétaires pour la sécurité de la maison et qui partent plus tranquilles, justement. Donc, j'ai déjà regardé un petit peu, j'ai déjà pris j'ai pas contact pour le moment parce qu'on est vraiment trop en anticipé et j'ai l'impression que là en fait il y a plus de possibilités pour l'été, mais pas encore trop de septembre à décembre. Mais en tout cas, on va tester ce concept qui m'a l'air vraiment pas mal. Et c'est vrai qu'avec une enfant comme ça en bas âge, nous ce qu'on recherche c'est vraiment de la stabilité, comme je te l'ai dit. Notre vision même sur l'étranger, ça va être vraiment rester au moins 2 semaines, je pense, au même endroit, quoi. 2, 3 semaines, grand max. Mais après, on va voir comment notre fille réagit, comment elle s'adapte, et en fonction de ça, peut-être qu'on s'autorisera, on va dire 1 semaine, 10 jours de petits sauts de puce, de découvertes, 2 jours par-ci, 3 jours par-là, plus en mode un peu voyage. Mais voilà, l'objectif, ça va être plus de l'immersion
et de l'échange culturel avec les populations locales. Et en France, c'est un peu identique. C'est vrai qu'on se voit mal rester moins de 5 nuits au même endroit, de devoir rebouger derrière. Et voilà, parce que mine de rien, les enfants s'adaptent très vite, mais en même temps, voilà, on a remarqué que d'après son caractère, les petits sauts de puce de jour par-ci, de jour par-là, c'est pas toujours très confortable, même pour le respect des siestes, etc. Ouais, Donc, elle dort moins bien du coup. Le soir aussi, elle a peut-être du mal à s'endormir dans un lieu qu'elle connaît pas ou c'est surtout que c'est moins évident parce qu'en fait, si tu arrives dans un logement déjà, tu vas arriver dans l'après-midi ou quoi, enfin, c'est plus compliqué de caler la sieste. Et puis après, voilà, quand tu penses partir, faut déjà repréparer un petit peu les affaires parce que mine de rien, c'est quand même bien plus encombré, on va dire, avec un enfant que tout seul, parce que bon, c'est vrai que nous, elle prend encore beaucoup de biberons, il y a quand même quelques couches à la sieste et la nuit, donc mine de rien, voilà, tout ça à chaque fois redéplacé. Même si on souhaite partir léger quand même à l'étranger, hein, parce qu'on partira avec les sacs à dos, ça c'est certain, mais c'est une préparation. Hein. c'est un voyageur en plus et c'est un voyageur qui ne porte pas ses affaires. En Donc plus, oui, tout à fait. Petit comme ça, oui, c'est vrai que. ouais, Ouais. c'est sûr que c'est à prendre en compte. Après pour les siestes, enfin là en France, si vous êtes, vous serez avec votre voiture du coup. En France, on sera avec notre voiture, oui. Alors, Ouais. on est en train de pareil de réfléchir au tout début de se faire un petit périple vélo. Donc pendant peut-être une semaine ou 10 jours, voilà, qu'un périple vélo. Donc là, pareil, on va expérimenter. On a une carriole, donc la petite Ouais. dans la carriole, les sacoches sur les côtés, et voilà. Donc là, Avec on une place de tente partirait. du coup ou vous loueriez des Alors, vu que hébergements? ce sera début septembre, je pense que on peut jouer la carte de l'attente. Oui, on va partir Oui, dans le là-dessus. sud, oui. Tout à fait. Après, j'ai remarqué que bah, sur les grandes véloroutes, on va dire par exemple il y a la Via Rona ou des choses comme ça, il y a quand même pas mal de campings adaptés aux cyclistes avec des espaces un petit peu dedans dehors où justement il y a des espaces un peu en toile avec des tentes plus ou moins et espace cuisine. Enfin, ça peut être pas mal, des bons compromis en fait pour des voyages comme ça cyclistes. Ouais, Hmm. ouais, OK. Bon, bah, dis donc, c'est beaucoup de projets, en un seul, C'est beaucoup de finalement, tout projets, ça, ouais. c'est très dense. En fait, on avait beaucoup d'envie et il a fallu condenser tout ça. Donc voilà, je pense qu'on va tester pas mal de choses. Ça va être bien sympa, même Ah pour ouais, le futur. Et, ouais. ça va être Mm. hyper riche, ouais. Mais c'est pas mal justement d'expérimenter comme ça. Ça nous permet aussi de voir ce qu'on ne veut plus. C'est-à-dire qu'en fait, nous, avant, on avait un combi T2 de 1977. Mmh. C'était voilà un gros coup de cœur. On a fait pas mal de petits trips à deux avec ça. Et depuis l'arrivée de la petite, on s'est rendu compte que ça ne nous convenait plus du tout. Donc voilà, on l'a revendu et maintenant on part sur d'autres projets et d'autres expériences. Donc voilà, on teste Ouais, ouais, jusqu'à ouais temps de et tomber sur le mieux. je trouve ça hyper intéressant, du coup, là, ton retour sur le combi. Qu'est-ce qui n'allait pas avec Gaïa et enfin, à 3 dans le combi? Alors déjà, nous, c'était un combi très spartiate, hein, on va dire, parce que c'est OK, l'époque un peu hippie, très beau combi d'extérieur, etc. Mais en intérieur, on avait vraiment juste la petite banquette pour dormir. On n'avait même pas de frigo, donc on partait avec la glacière. On avait quand même de quoi faire chauffer, on avait les plaques, etc. Mais c'était très, très étroit. Et pour la faire dormir, c'était compliqué parce qu'en fait, on avait juste une structure qui se rabattait sur le dessus. Mais on n'avait pas réussi à trouver de système. On était même allé voir des aménageurs, etc., pour la faire dormir de manière sécurisée. Donc, on est obligé de la mettre dans une petite tente nomade. Je sais pas si tu vois un petit peu le concept. C'est une toute petite tente en toile où tu Mmh. mets juste l'enfant dedans, tu zippes et en fait, il peut dormir dedans sans avoir de risque de tomber ou de partir, en fait. Et mais là, elle commence à devenir trop grande. Et puis surtout, en fait, on se rend compte qu'on a aussi une enfant qui a un petit peu du mal quand elle ne dort pas dans le noir, en fait, bah, la lumière du jour, ça va tout de suite la réveiller. D'où le fait qu'elle soit une lève-tôt. Mais c'est-à-dire que, voilà, dès que la moindre lueur du soleil, donc dans le van, c'était pas possible. Enfin, voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que là, on s'est dit privilégier la France en passant par du gardiennage de maison, en allant voir la famille, les amis, en faisant du bénévolat, etc. Du coup, on aura potentiellement une chambre, voilà, déjà, où elle pourra dormir convenablement. Après, tente, dans notre périple à vélo, on a acheté la tente Black and White, donc Black and où il Fresh? fait tout noir.
pardon, oui, Black and Fresh, où du coup il fait tout noir à l'intérieur. Donc ça va Mm. être, je pense que ça va bien le faire. Ouais, ça Et marche puis en hyper bien ça, Asie, hein. C'est vraiment ouais, black. voilà, Ouais, ouais. voilà, bah trop bien. Donc si t'as déjà tenté, Ouais, je ouais, nous suis on en a rassurée. une et sur le fresh aussi parce que c'est vrai que quand on se réveille le matin en camping, on a toujours chaud, on a la chaleur de la nuit, on est plusieurs dans la tente, la chaleur qu'on a dégagée et il fait toujours hyper chaud. Et en fait là, avec ce système de black and fresh, c'est vrai que tu restes, enfin la température de la toile de tente est agréable, reste agréable, tu meurs pas de chaud le matin où tu sais t'as envie d'ouvrir vite la fermeture éclair qui donne sur l'extérieur. Donc là, ça marche hyper bien. Et en effet, il fait nuit. D'accord. Donc, ouais, tu dors vraiment bien. Ah bah ça c'est super, c'est une bonne nouvelle. Mm. Et puis oui, et puis du coup, bah l'Asie, pareil, hein, l'Asie, on sait que c'est quand même pas très onéreux, qu'on va pouvoir trouver des logements facilement, où ce sera largement confortable pour nous et qu'on pourra bien dormir. Donc voilà, c'était surtout ça l'essentiel en fait. On va dire qu'on s'est vraiment focalisé sur les endroits où on pense pouvoir avoir quand même une facilité de récupération plus importante parce que voilà, c'est le sommeil qui nous manque. C'est surtout ça. Ouais, ouais. Faut Mais pouvoir tu bien sais, profiter derrière. c'est un sujet hyper important et il y a dans un épisode que Émilie avait enregistré au début du podcast, je crois que c'est le numéro 5. Il me semble que c'est Anaïs qui expliquait, elle était partie avec ses ados, enfin son mari et ses ados en voyage pendant l'été en van en Europe et elle avait insisté sur ce sujet-là. En fait, c'était un tout petit van, il y en avait un qui dormait dans un hamac, je crois, etc. Et en fait, il dormait pas bien. Et le voyage, bah, c'est fatigant quand même. Et donc, si tu n'as pas d'espace pour bien dormir, c'est hyper important. Enfin, moi, je suis une vraie marmotte, donc le sommeil, c'est hyper important. Si tu n'as pas vraiment de bonnes nuits de sommeil ou de bonnes siestes, hein, on peut faire des nuits courtes si tu dors à un autre moment de la journée, ça peut convenir à des tas de gens. Mais c'est hyper important d'avoir des moments où tu récupères vraiment, où tu as un sommeil réparateur. Et là, elle avait dit, mais en fait, ça devenait compliqué au bout de quelques semaines parce qu'on était épuisé. Et quand tu es fatigué, mais tu réagis moins bien, quoi. T'as moins envie d'aller vers les gens. Le moindre petit truc au sein de la famille, ça peut partir en dispute, etc. Parce que t'es moins disponible, t'es pas reposé, et donc ça peut partir en vrille assez facilement. Ça, c'est quelque chose que j'ai dans la tête depuis hyper longtemps parce que j'écoute les podcasts d'Émilie depuis longtemps sur Parents Voyageurs, avant même de travailler avec elle. Ouais, c'est vraiment hyper important. Je pense que Non, mais vous avez complètement, bien t'as fait. raison. Oui, la fatigue, ça peut vraiment peser surtout sur un voyage au long cours. Ouais. Et, euh, et après, on a moins envie, voilà, on est beaucoup moins investi dans le voyage. Et pour nous, c'est crucial. En fait, on se dit, c'est aussi euh, ce qui va faire la réussite de ce voyage et on va vraiment prendre plaisir, etc. C'est pouvoir avoir un minimum quand même de repos et s'aménager des temps aussi pour l'un et pour l'autre, où on va pouvoir se reposer et faire un petit break, voilà. Donc je pense que voilà, pour nous c'était important d'éviter les sauts de puce. Après je pense que c'est comme tout, hein, chaque enfant est différent. Il y en a qui ont pas Tout à du fait. tout le sommeil léger, qui dorment très bien, qui dorment partout, qui sont voilà. Et nous bah on est tombé sur sur une enfant où c'est plus compliqué et que la moindre petite chose peut tout de suite bah, faire échouer la nuit quoi. Donc voilà, c'est vrai Ouais, que ouais. c'était important de se projeter sur cet aspect-là. Mm. Ouais. Bon, écoute, j'avais noté une petite question là. J'avais juste écrit sur mon petit fichier des appréhensions par rapport à Gaïa. Donc, il y a là une petite appréhension pour le sommeil, mais voilà, vous faites en sorte que, en tout cas, vous l'anticipez. Est-ce que il y a d'autres choses qui vous pas qui vous font peur, mais enfin, tu vois, des petits éléments comme ça auxquels vous pensez et vous dites oh là là, des petits points de vigilance, quoi. Alors, il y a d'autres choses. En fait, on a aussi une enfant, je pense que tout est lié, hein, qui ne dort pas, enfin, qui ne dort pas énormément, mais qui ne mange pas énormément du tout non plus. Donc, Ok. la nourriture a toujours été un sujet un petit peu complexe. Donc, j'avoue qu'on a quand même une appréhension là-dessus. Notamment, c'est une enfant qui a 2 ans et demi, mais qui continue quand même à prendre biberon matin, biberon avant de la sieste et biberon le soir. Donc, je me dis, est-ce qu'on va bien trouver de la poudre un petit peu partout notamment en Asie, pour continuer à lui faire ses biberons. Est-ce qu'elle va s'adapter aussi à la cuisine locale? Que ça va pas être trop compliqué, enfin parce que c'est une petite crevette, donc on veut quand même qu'elle puisse manger un minimum. Donc j'appréhende un petit peu. Et puis après,
ça reste aussi une enfant qui peut être très colérique. Donc, il peut faire des grosses crises où elle crie très, 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 très fort. Et j'avoue qu'en fait, c'est ce qui nous fait peur. Donc là, on essaye de la préparer et lui expliquer, mais tu sais, bientôt, donc on part en voyage, on va aller dans des endroits où les gens sont très doux, très calmes, et il faut pas que tu cries comme ça va leur faire peur. Et donc voilà, on essaye de la préparer un petit peu parce que c'est surprenant. Et je pense que autant en France et en Europe, bon, à la limite, ok, on a l'habitude, j'ai l'impression, plus ou moins, mais en Asie, on a voyagé là-bas tous les deux, j'ai jamais, enfin, du moins, j'ai pas le souvenir d'avoir été confrontée à des enfants avec tant d'explosion émotionnelle, on va dire. Enfin, c'est très intense. Donc, ce qui me fait peur, en fait, c'est la réaction des populations locales là-bas. De me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont se dire, en fait? Enfin, c'est vrai que. Et pourtant, nous, on a toujours été dans l'accompagnement, justement, d'essayer de répondre au plus de ses besoins, enfin, tout en posant un cadre, hein, bien évidemment. Mais oui, après, on sait pas trop d'où ça vient, mais ça doit être quand même culturel, je me dis, parce que c'est vrai que dans les pays comme ça, on voit toujours les mamans se promener avec des petits enfants et même faire des longs trajets et les avoir même dans le dos. Et pour autant, j'ai pas l'impression qu'il y a autant de déversements émotionnels. Alors à quoi c'est dû? Je saurais pas l'expliquer, mais c'est vrai que ça me pose question. Ouais, c'est hyper intéressant. Bon, quand tu parles d'explosion comme ça, de colère, j'ai l'impression de revoir moi mon petit quelques années en arrière qui faisait aussi des colères comme ça qu'on n'arrivait pas tellement à gérer, à canaliser, ni même à anticiper. On savait pas trop. Bon, je te rassure, ça passe. Bon, c'est comme tout avec les enfants, toutes les phases passent. Et après, ouais, c'est hyper intéressant. Le questionnement, tu vois, je sais pas non plus. Nous, on a vécu en Chine, bon, c'était il y a longtemps et on était jeunes, on peut-être pas trop préoccupés par les enfants. On faisait pas tellement attention, mais c'est vrai que je me souviens pas non plus d'avoir déjà vu en Asie des débordements d'émotions, comme tu dis. C'est vrai que chez nous aujourd'hui, c'est des sujets hyper importants dans l'éducation de nos enfants. Ce qui peut peser aussi d'ailleurs sur les parents, parce que c'est pas facile de gérer et d'accompagner les émotions de nos enfants. Mais ouais, je sais pas, en Asie, et t'as raison, ça doit être culturel. Bon, écoute, ce serait hyper intéressant que tu reviennes après le voyage pour nous raconter tout ça. Surtout que tu vas faire ce voyage avec quand même une casquette éducative, entre guillemets, tu vois, en rencontrant des gens dans ce domaine-là, en allant dans des écoles et tout ça. Donc, tu auras peut-être des réponses, ouais, quand même. Exactement, ouais, ouais, ouais. Bah, j'investiguerai là-dessus et puis Ouais, je te ferai un retour. Mais c'est ouais, vrai ouais. que et c'est comme en Afrique, c'est pareil. C'est vrai que souvent. Et puis il y a peut-être ce qui joue aussi, ça doit être des grandes fratries parce que j'ai l'impression que voilà, les enfants s'entraident les uns avec les autres. Ils sont habitués tout petits. Et ils ont aussi beaucoup plus développé leur autonomie. Est-ce que c'est pas ça qui joue également? Donc écoute, je vais mener ma petite enquête et je Ouais. reviendrai vers toi. Mais c'est vrai que c'est des sujets hyper intéressants. Moi, je m'y connais pas du tout assez dans ce domaine-là pour déjà ne serait-ce qu'avoir des idées d'éléments de réponse ou quoi. Mais c'est vrai que c'est des sujets très intéressants. Mm, mm. Et donc, ah non, vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, non, bah du coup, j'allais continuer sur le périple Ah bah très bien. à l'étranger. J'allais te relancer là-dessus. D'accord. Parce que effectivement, donc on va principalement s'axer sur l'Asie. Donc la Thaïlande, peut-être le Laos, les Philippines, comme je te l'ai dit, et puis ensuite l'Indonésie. On n'est jamais allé en Indonésie, ce sera une grande première pour nous. Donc on pense y rester bien 2 mois, sachant que c'est assez vaste. Très Et là grand. également faire du bénévolat. J'ai vu qu'il y avait de très très belles écoles de la nature en Indonésie, des lieux incroyables, luxuriants. Enfin voilà, donc on veut vraiment investiguer de ce côté-là. Et puis ensuite, on ira certainement passer un mois en Polynésie française parce qu'on a de la famille là-bas. Lors de notre premier périple, on y était allé aussi. Ce sera plus voilà en mode vraiment break et également peut-être à dimension éducative parce que vu qu'on a de la famille là-bas, je me dis que ça risque d'être plus facile justement de pouvoir trouver des écoles pour pouvoir faire des interventions ou même essayer de mettre Gaïa 2-3 semaines à l'école, sachant qu'elle aura bien plus de 3 ans là.
lui faire une expérience en fait d'immersion en école là-bas. Ça peut être bien. Et ensuite, on terminera par les Galapagos pendant un mois, parce que pareil, on l'avait fait, mais on y était resté seulement 12 jours. Nous, ça nous avait paru extrêmement court, alors que, bon, déjà, il n'y a pas tant de voyageurs qui vont aux Galapagos, mais ceux qui y sont allés trouvent qu'en général, 15 jours, c'est suffisant. Nous, notre gros regret quand on est allé là-bas, justement, c'est de ne pas avoir fait du bénévolat parce qu'on savait pas qu'il y avait la possibilité d'en faire. Sauf qu'il y a pas mal de bénévolat proposé là-bas, et notamment tout ce qui est préservation, sensibilisation à l'environnement et préservation de la nature et tout ce qui est lié aux tortues, etc. Donc ça peut être vraiment super intéressant. Je me suis renseignée pour faire du bénévolat dans les écoles là-bas et malheureusement, c'est pas possible. Bon, écoute, 12 jours au Galapagos déjà, c'est probablement à peu près le double de ce que les voyageurs y restent. Donc un mois. Et là, ce serait pour un mois, oui, ouais. voilà. Donc ça va être super. Nous, on appelle ça un petit peu le pompon final, tu vois. On le voit comme un beau feu d'artifice, ce périple, avec le bouquet final, les Galapagos. C'est vraiment un endroit qui nous a chamboulé, qui nous a vraiment au plus haut point. Et souvent, quand j'en parle autour de moi, je dis s'il y a un endroit dans le monde où je vous conseillerais d'aller, c'est là-bas, parce que il y a tellement de diversité en termes de faune et de flore, et notamment les animaux n'ont pas peur du tout de l'homme. C'est très préservé. Ils font très très attention. Il y a des gardes sur toutes les plages. Enfin voilà. Et il y a vraiment une dimension sensibilisation à l'environnement et une dimension aussi, on est très très proche du vivant. Hein. C'est nous, j'ai encore ces souvenirs où on allait nager et les otaries elles venaient ventre contre ventre près de nous avec les bébés, elles repartaient. Enfin, c'était juste spectaculaire. Ouais. Fantastique. Et c'est pas si coûteux que ça. Mais je me souviens qu'on en a déjà parlé quand on s'était eu au téléphone il y a quelques semaines là. Je crois qu'on en avait déjà parlé et quand j'avais raccroché, j'étais directement allée voir mon mari en disant tu vois les Galapagos, c'est vraiment un incontournable. C'est un incontournable. Mais oui, c'est pour vrai moi, que tout le monde a quand même cette image là que c'est très onéreux. C'est souvent ce qui leur sort. Alors parce que je pense qu'on a la vision des croisières aux Galapagos, parce que c'est souvent les croisières qui sont mises en avant quand on passe par des agences de voyage ou autres. Par contre, en mode sac à dos, honnêtement, pour nous, c'était très raisonnable. Ce qui va coûter cher, c'est pour s'y rendre, parce que si on n'est pas déjà en Équateur, en fait, on doit souvent rallier l'aéroport de Guayaquil et ensuite aller du coup de Guayaquil sur une des 3 îles principales. Et nous, ce qu'on avait fait, ce que j'avais trouvé pas mal, on avait été renseigné par Zip World, et Zip World nous a conseillé en fait d'arriver sur une des îles et de repartir d'une autre île en avion. Du coup, ce qui est vraiment avantageux lors du voyage, parce que souvent tu as envie de voir les 3 îles, donc tu fais la transition d'une île à l'autre en bateau. Et ensuite, t'es pas obligé de revenir à l'île initiale où tu es arrivé, tu repars de l'autre. Okay. Ça, c'était très en pratique. Plus, ça semble logique de faire ça. Oui, mais visiblement, c'est pas tant de monde font ça en fait. Donc ça avait déjà réduit les coûts. Et après, en fait, ce qui coûte cher, c'est aussi les droits d'entrée. Il y a $100 par personne pour une question de préservation et puis de régulation aussi du nombre de personnes qui viennent sur ces îles-là. Et ensuite, par contre, la nourriture et le logement, ça reste tout à fait raisonnable. Hein. C'est des prix d'Amérique latine, Équateur, classiques. Ouais, ok. Après, ce qui nous interpellait un petit peu plus là dans l'itinéraire, dans la projection et la préparation du voyage, c'est la situation un peu géopolitique actuellement en Équateur où on se posait quand même quelques questions. Mais bon, je pense que vu que l'aéroport, on va juste transiter à l'aéroport pour rejoindre les Galapagos, on va pas être immergé dans la vie équatorienne, oui, pure et dure là-bas. Dans le feu de l'action à Quito, quoi. Voilà. Exactement. Bon, en plus, là, on enregistre donc en avril 2024. Vous y serez dans un peu plus d'un an? Oui, tout à fait. Ouais, donc ça peut encore quand même beaucoup évoluer, quoi. Ça pourra évoluer, ouais, tout à fait. Ok. Et donc, les Galapagos, là, c'est le bouquet final et après, retour en France. Exactement. Et on pense rentrer en France, aller 3 semaines, un mois avant pour laisser la possibilité à notre fille de pouvoir retrouver ses marques, de pouvoir se réadapter avant l'entrée à l'école, du coup.
qui se fera 1 an plus tard que ce qui était initialement prévu. Okay. Et d'ailleurs, si ça peut aider d'autres voyageurs, je tiens à revenir là-dessus parce qu'on avait beaucoup cherché et on avait du mal à trouver les informations. Ce qu'on a fait en fait pour le départ, on a juste envoyé un courrier à la DSDEN, c'est la Direction des services départementaux de l'éducation nationale, donc de notre département, et un courrier à la mairie pour les informer qu'on partait à l'étranger pour une durée de plus de 6 mois et du coup qu'on ne dépendrait plus de l'administration française. Et j'avais échangé un petit peu avec eux par mail et c'est ce qu'ils m'avaient dit. Si on part plus de 6 mois sur l'année scolaire, on n'a pas, entre guillemets, de compte à rendre à l'administration française. Du coup, on n'a pas besoin de faire une demande spécifique avec tout un dossier à remplir, même pas de demande d'IEF, d'instruction en famille. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Après, je tiens à revenir aussi sur le fait, et je pense que c'est ça qui nous a aidés, c'est qu'aussi notre fille n'aura jamais été scolarisée. On n'a pas à la déscolariser, c'est en plus première année de maternelle, donc c'est aussi facilité. Donc ça, c'était vraiment un point en moins pour nous. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu partir là, parce qu'on s'est dit, voilà, plus grande, si après elle commence à être scolarisée, ça peut peut-être être un peu plus compliqué. Ce qui nous faisait peur, c'était un petit peu ce périple en France de quelques mois. Au début, on s'est dit, mince, est-ce qu'il faut la scolariser ou pas? Et bon, finalement, le fait que on parte plus de 6 mois nous sauve un petit peu dans l'histoire. Ouais. Mais alors, figure-toi que j'ai découvert quelque chose il n'y a pas longtemps sur un groupe Facebook d'IEF et de familles en voyage, etc., au sujet de l'école. De 3 à 6 ans, ce n'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction. Et vraiment, l'école, la scolarisation est obligatoire à partir de 6 ans. Donc moi, je croyais que la dernière réforme, là, je ne sais plus de quand elle date, il y a quelques années, rendait l'école obligatoire à partir de 3 ans. Mais en fait, non. C'est toujours l'instruction qui est obligatoire à partir de 3 ans et seulement l'école à partir de 6 ans. Du coup, peut-être, c'est vrai qu'à cause de ces quelques mois en France, vous auriez peut-être dû faire un dossier quand même de demande d'instruction en famille. Mais là, voilà, avec les 6 mois à l'étranger, du coup, vous pouvez échapper à ce dossier, échapper entre guillemets. Mais et c'est un vrai sujet hein, pour tous les voyageurs en famille qui partent longtemps à l'étranger. En fait, à chaque fois qu'on appelle la DSDEN de notre département, tous les voyageurs ont un discours différent. Il n'y a pas de discours uniforme. En fait, les gens savent pas. Il n'y a pas d'article de loi ou de texte officiel qui parle de la situation de voyageurs qui partent 1 an à ce sujet-là. C'est tout de suite instruction en famille ou alors expatrié, etc. Et dans ce cas-là, tu dois te soumettre aux réglementations du pays qui t'accueille. Il n'y a pas vraiment de texte qui parle de voyageurs comme ça itinérants sur une année. Et donc, voilà, on a tous des discours différents quand on appelle les services de l'éducation nationale dans nos départements. Mais ce qui en ressort, c'est exactement ce que tu as dit quand même. En fait, le vrai truc qu'il faut faire, c'est prévenir la mairie, prévenir les écoles dans le cas où nos enfants sont déjà scolarisés et envoyer un courrier à cette fameuse DSDEN pour juste prévenir qu'on quitte le territoire pour plus de 6 mois. On demande, il n'y a rien besoin de justifier d'autre en fait. On n'est plus en France et c'est fini. On n'a pas besoin de demander une autorisation quelconque. Et c'est un vrai sujet qui interpelle toutes les familles de voyageurs. C'est assez impressionnant. Exactement, oui. C'est vrai qu'il n'y a rien vraiment décrit et c'est très compliqué de trouver de l'information à ce sujet-là. Et même d'avoir une réponse de la DSDEN en soi, hein, parce que j'ai écrit des mails, mais ça reste très flou, c'est très... très opaque. Moi, j'ai eu plusieurs personnes au téléphone en Loire-Atlantique qui disaient pas les mêmes choses. Je vois le temps qui défile, Élodie. Est-ce que tu penses du coup à d'autres choses là que tu aimerais un peu préciser en termes d'organisation et de préparatifs? Parce que du coup, on est à 4 mois et demi du départ. Donc bon, au début, vous partez en France, mais il y a quand même tout un périple qui se dessine, etc. Où est-ce que vous en êtes là dans les préparatifs? Alors, on est un peu en retard quand même. On a informé nos employeurs assez récemment. Et en fait, comble de l'histoire, le courrier que mon conjoint a envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception par la poste sur le site, etc., a été perdu pendant plus de 2 semaines. Mais non. Donc, ils ne l'ont toujours pas reçu. D'ailleurs, je pense que dans les jours à venir, ça devrait se débloquer. Bon, il a quand même informé son responsable par voie orale et moi, j'ai envoyé aussi mon courrier de mon côté. Donc déjà, première étape de fait. Pour moi, c'est vraiment ça le plus important. C'est parce qu'après, derrière, s'ensuit...
Oui, des congés Ouais. sabbatiques, voilà. Ok. Donc parce qu'après s'ensuit effectivement tout le reste, hein. Et sans ça, sans ces accords, sans cette certitude, on ne peut pas prendre de billets de tour du monde, on ne peut pas encore prendre l'assurance voyage, on ne peut pas. Enfin voilà, il y a beaucoup quand même de choses qui dépendent de ça. Après, dans l'organisation en soi du voyage, je pense qu'on se laissera un peu porter. C'est aussi pour ça que, bon, la France, ça reste grosso modo assez simple. On se dit de toute façon, quoi qu'il arrive, on aura toujours un pied à terre. Après, l'Asie, c'est aussi pour ça qu'on a choisi l'Asie, c'est parce que c'est facile. On a cette expérience de l'Asie où on sait que on arrive, admettons, on sait pas où on va dormir le soir même, on sait pas où on va manger, c'est pas un problème. Les gens sont d'une gentillesse incroyable, on va toujours trouver à nous aider. C'est pas très onéreux, enfin, il y a toujours une possibilité. Donc voilà, après, on va quand même le ficeler. Enfin, moi, dans mon boulot de tous les jours, je fais quand même de la planification. Donc j'avoue que ça me titille un peu. C'est-à-dire que quand j'arrive pas trop à planifier, je suis du genre à me faire quand même des Gantt sur la préparation du voyage, sur les organisations de choses et d'autres. Donc voilà, c'est vrai que tant que j'arrive pas à avancer sur des sujets, ça, c'est un peu compliqué pour moi à gérer en interne. Ouais. Mais voilà, après, bon, on a quand même cette première expérience, on a notre matériel, on sait plus ou moins ce qu'on va mettre dans nos sacs, on connaît voilà les principales personnes, les principaux organismes par lesquels passer. Enfin, je pense que ça va se faire voilà au fil de l'eau. Faut pas trop qu'on se stresse là-dessus. Et voilà, je pense qu'on va être facilement au point, mine de rien. Et ça fait du bien de se laisser porter aussi, c'est ce qu'il faut se dire, parce que c'est parfois par ce biais-là qu'on fait les plus belles rencontres. Est-ce que vous avez un objectif, un vœu très cher que vous aimeriez réaliser pendant ce voyage? Alors, les objectifs, en fait, je te les ai un petit peu listés avant. C'était vraiment l'échange, le partage, la transmission. Et pour nous, c'est ça, le socle de ce voyage-là. Déjà, c'est de pouvoir prendre du temps pour nous, pour se retrouver tous les trois en famille, pour pouvoir se connaître à fond et pour pouvoir transmettre des valeurs qui sont fondamentales pour nous à notre fille, mais aussi partager, transmettre et échanger avec d'autres populations, d'autres enfants. Et voilà, s'ouvrir au monde et s'ouvrir aux autres de manière globale et lui donner en fait ces premières clés-là dans la vie. Parce qu'on dit, je crois que la phrase c'était on ne peut donner que deux choses à son enfant, des racines et des ailes. Et c'est vraiment ça qu'on veut aussi lui apporter aujourd'hui, ses ailes pour plus tard. Parce que même si j'entends souvent des choses où des personnes qui disent à 3 ans, pourquoi emmener un enfant en voyage à 3 ans, ils sont trop petits, ils se souviendront de rien. Mais en fait, ça les construit intérieurement. C'est des choses qui resteront à vie et qui marqueront en fait la suite de son parcours et qui vont dessiner en fait son caractère et qui elle sera demain. C'est très joli ce que tu viens de dire. Je te propose qu'on conclue là-dessus. Je vous souhaite un très très beau voyage et vraiment de très belles rencontres. Peut-être qu'on se croisera ici ou là sur les routes du monde. Ça serait avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage, Élodie. Bon courage pour la suite des préparatifs et puis beau voyage. Merci beaucoup, Floriane, et bon préparatif à toi aussi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je voudrais encore une fois remercier Élodie pour son témoignage. On a vraiment abordé beaucoup de sujets différents au sujet de la préparation d'un tour du monde, mais voilà, toutes les différentes plateformes qui peuvent exister pour trouver des missions de bénévolat, les différents modes de voyage, donc ils se lancent dans une petite aventure à vélo, et puis peut-être du gardiennage de maison, etc. Bref, il y a pas mal de choses différentes. Une petite parenthèse Galapagos, ma foi, pourquoi pas. Donc voilà, il y avait vraiment pas mal de sujets. On aurait pu rester à discuter encore très longtemps avec Élodie. Bref, j'espère que vous avez appris des choses et que vous avez voyagé avec nous. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et à le dire à la terre entière en mettant des étoiles sur Apple Podcast et Spotify si ce sont vos plateformes d'écoute. Des petites étoiles, des commentaires, partagez sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça nous aide beaucoup et je sais que je vous le rabâche à chaque fois. Vous l'avez remarqué aussi, la semaine dernière, Émilie a levé le voile sur son projet d'expatriation, d'immigration à l'île Maurice. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller écouter sa première capsule. C'est un nouveau projet hyper enthousiasmant, un peu fou, hein, il change de vie aussi. Et donc on a hâte de connaître la suite.
Bons préparatifs à tous les voyageurs qui nous écoutent parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. Ça nous fait très très plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau témoignage de nouvelles aventures autour du monde. Allez, ciao!